Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents ce midi. C'est moi qui contrôle aussi l'entrée des participants, là, donc ça se peut que j'ai les yeux un peu rivés à l'écran pour pouvoir admettre dans la salle d'attente. Euh, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Joanne Jacques. Je travaille pour Environnement Côte-Nord comme chargée de dossier. Aujourd'hui, je vous accueille dans l'atelier qui s'appelle l'approvisionnement et la biomasse forestière résiduelle, qui est un atelier dans le cadre d'un projet financé par le programme de préparation à l'investissement du gouvernement fédéral, administré par le chantier de l'économie sociale. Donc, dans le cadre de ce projet-ci, on a plusieurs partenaires, notamment financiers dans le milieu, mais aussi collaborateurs. Je voulais tout simplement vous les présenter ici. Donc, pour ce qui est des partenaires financiers du milieu, on peut compter sur la MRC de Cette-Rivière et aussi sur Hydro-Québec. Comme collaborateur, on compte sur Synergie 138, notamment à travers la SADC de la Côte-Nord, Nature Québec, Ressources Le Fort, la Ville de Port-Cartier et l'Association forestière de la Côte-Nord. Je bouge mes fenêtres dans mon écran. Peut-être juste un petit rappel sur le contexte du projet parce que certains d'entre vous aujourd'hui n'avaient pas participé aux autres activités qu'on a données jusqu'ici. Le projet dont je vous parle aujourd'hui, c'est un projet en fait qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Par notre propre énergie, qui était en 3 phases et qui s'est terminée en 2020. Et donc, dans le cadre de la 3e phase, il y a un forum régional qui a réuni une soixantaine de participants qui ont élu en fait un projet régional structurant pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'atteinte des cibles nationales. Et ce projet régional structurant, c'était celui de l'implantation de la biomasse forestière résiduelle en remplacement des combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments. Donc, c'est dans ce contexte-ci qu'on travaille actuellement sur le projet dont il est question aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on avait une double vision. En fait, c'est qu'on a une double vision. On veut stimuler la demande et on s'adresse aux entreprises et institutions de la MRC de Cette-Rivière qui font l'usage du mazout ou du propane pour le chauffage de leurs bâtiments. Et pour ce faire, on travaille avec notre partenaire qui est la firme d'ingénierie durable Embionnaire, qui propose des diagnostics aux entreprises et institutions qui fonctionnent au combustible fossile pour le chauffage de leurs bâtiments et par une collecte d'informations qui demeure confidentielle et les entreprises aussi participent à la démarche, mais ensuite, si elles souhaitent se retirer, c'est possible là, en tout temps. À la suite de cette collecte d'informations-là, les entreprises reçoivent une fiche d'évaluation qui leur permet de se situer à savoir si le projet est viable financièrement, mais si c'est intéressant aussi au point de vue environnemental, une conversion vers la biomasse forestière résiduelle en remplacement des combustibles fossiles. Sans plus aller dans le détail ici, vous voyez les critères là, qui sont pris en considération. Si vous voulez avoir plus d'informations, je pourrais vous en fournir davantage. On se contactera là, tout simplement. Donc, je vous parlais tantôt d'une double vision. On voulait travailler sur la demande, mais on voulait aussi travailler sur l'offre parce que quand on parle de biomasse forestière résiduelle, on parle notamment des résidus là, sur les parterres de coupe, mais ici, on souhaite se concentrer sur les résidus de première et de deuxième transformation et ceux de déconstruction. Donc, tous les résidus en fait de construction, rénovation, démolition qui se retrouvent dans les centres de tri ou encore dans les écocentres. Donc, localement, ici, les résidus qui ne trouvent pas de débouchés sur certains marchés ou encore les résidus qui sont destinés à l'enfouissement, on se questionne à savoir est-ce qu'on pourrait penser à moyen et à long terme avoir un approvisionnement qui est local, donc un circuit court qui permettrait de réduire le transport, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre reliées au transport, mais réduire aussi tout ce qui est acheminé vers l'enfouissement. Donc, on vient valoriser cette matière-là. En plus, on vient aussi offrir une opportunité de diversification économique pour le territoire. Donc, aujourd'hui, pourquoi on appelle l'activité un atelier? C'est qu'on se pose beaucoup de questions et on est en apprentissage. Donc, on souhaite des échanges également par le biais des intervenants qui vont venir nous présenter de l'information. Donc, je vous demande en fait que si vous avez des questions, vous souhaiteriez
participer aux échanges, de peut-être écrire vos questions dans le chat ou attendre à la toute fin, puis il y aura un temps qui nous permettra de discuter sur ces différentes options-là. Donc, pour ce qui est de la vision qui est de stimuler l'offre, pour ce faire, de la façon dont on a pensé pouvoir poursuivre dans ce sens-là, on s'est dit on devrait créer un comité de pilotage pour le déploiement de la filière bois-énergie qui travaille avec nous en ce sens-là. Donc, penser à plusieurs têtes, si on veut, sur ces enjeux-là, sur ces opportunités-là. Je vais vous présenter les membres qui constituent le comité là, juste après. On veut analyser les synergies d'affaires potentielles pour la création d'un réseau d'économie circulaire, donc en circuit court. Et on veut mobiliser les partenaires locaux et régionaux par la coordination de 5 ateliers d'information. Donc, l'atelier d'aujourd'hui fait partie de cette offre qu'on souhaitait mettre en place. Pour ce qui est du comité de pilotage, il est constitué de la chaire de recherche UQAT-MFFP en gestion du carbone forestier, de la Corporation de développement économique de Port-Cartier, du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, de Ressources Le Fort, de la SADC de la Côte-Nord, la Société du Plan Nord et de la Ville de Port-Cartier. Donc aujourd'hui, pour ce qui est de la thématique sur la biomasse forestière résiduelle et l'approvisionnement, on reçoit des gens en 3 blocs. Donc, on va commencer avec une intervention de M. Tony Chabot, directeur général de Bioénergie AE Côte-Nord et d'Arbec Bois-d'Oeuvre Port-Cartier. Donc, à M. Chabot, en fait, on a adressé certaines questions. On aimerait avoir de l'information sur le contexte forestier de la ville de Port-Cartier, sur le complexe intégré d'Arbec, sur le potentiel de la biomasse forestière résiduelle comme alternative énergétique. Et on se demande où en sont les projets d'Arbec par rapport à la valorisation des résidus et de la valorisation énergétique et quels sont les enjeux actuels. Ensuite, on reçoit Mme Asma Essali, directrice générale de Ressources Le Fort, et M. Éric Aubin, responsable des équipements et planification entretien. Et on a posé les questions suivantes. On aimerait tout d'abord savoir quelle est leur expérience avec une chaufferie à la biomasse forestière résiduelle, puisqu'ils en ont une dans leurs installations. Les possibilités aussi qui sont offertes dans la mise en place d'un réseau d'approvisionnement local, parce que maintenant, on tend à faire une analyse de faisabilité économique, en fait, avec la ferme embryonnaire pour savoir si ce serait intéressant d'avoir un réseau de chauffe dans la zone industrielle de Port-Cartier et c'est Ressources Le Fort qui serait au centre de ce réseau de chauffe-là avec une chaufferie. Donc, on aimerait savoir où il se situe par rapport à cette possibilité d'approvisionnement local. Et ensuite, on va terminer la séance avec la firme d'ingénierie embryonnaire. On a avec nous M. Jean-Robert Wells, qui est conseiller stratégique en développement durable, M. Jean-François Verret, chargé de projet, et M. Félix Robert, qui est également chargé de projet. Et on a adressé les questions suivantes: les critères à rencontrer par la biomasse forestière résiduelle pour une optimisation du chauffage, les modèles d'affaires possibles, la période de retour sur l'investissement, à quoi on peut s'attendre avec un réseau de chauffe ou encore avec une chaufferie individuelle, la sécurité d'approvisionnement et le contrôle des risques par rapport à l'implantation d'une chaufferie. Donc, on a à peu près 15 minutes par intervenant pour les interventions, puisqu'on n'est pas dans un contexte où on se voit physiquement. Je ne peux pas vous balancer des petits cartons. Donc, vous allez m'entendre quand votre temps va être presque écoulé. Puis ensuite, ce serait tout simplement de céder la parole aux prochains intervenants pour qu'ils puissent à leur tour présenter ce qu'ils ont à présenter. Et comme je vous le disais, juste écrire vos questions dans le chat ou encore attendre à la toute fin pour activer vos micros. Et une période d'échange de 10-15 minutes est prévue là, à la toute fin de la rencontre. Donc, voilà tout pour l'instant. Je vous souhaite une belle activité, en fait, puis on se revoit tantôt. Merci beaucoup. Bon, est-ce que vous voyez, Joanie, je pense que vous voyez mon écran principal, si tout fonctionne? Parfait. Oui, tout à fait. Parfait. Bon, ben merci encore une fois, Joanie, de me laisser représenter Arbec pour vous discuter de certains sujets. Évidemment, la biomasse forestière chez Arbec, on s'y connaît un peu, ça fait partie de notre réalité. Donc, je me lance. Écoutez, chez Arbec, présentement, comme vous le savez, le complexe complet à Port-Cartier est en arrêt d'opération depuis le mois de décembre. L'usine de biocarburant depuis pratiquement 1 an déjà. L'usine de siège est en arrêt aussi depuis décembre. C'est un peu
ironique étant donné les prix records au niveau du bois d'œuvre du jamais vu. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Bien, ironiquement, c'est justement la difficulté à écouler nos sous-produits, notre biomasse forestière, c'est-à-dire l'écorce et les copeaux avec la fermeture, entre autres, de la papetière irrésolue. Donc, nous, à Port-Cartier, c'est ce que je vais vous présenter assez rapidement pour survivre à Port-Cartier avec le déclin du marché du papier. On a un projet de complexe intégré qu'on parle beaucoup depuis quelques mois. Donc, le complexe intégré, en fait, c'est l'ensemble de notre vision stratégique. On parle d'une récolte forestière de 750 000 m3. On parle majoritairement, ce bois-là sera acheminé par camion et par convoi avec Arcelor. On parle d'une série de 140 millions de pieds de bois. Okay? C'est quand même beaucoup de volume. Là, le bois d'œuvre, évidemment, ça resterait un produit important de notre panier de produits. Notre fibre blanche, la fibre blanche serait dédiée à évidemment, notre usine de biocarburant, qui est un peu un modèle stratégique, un modèle du futur, si on peut dire, avec l'effervescence des biocarburants. Donc, évidemment, nos sous-produits, une partie va s'en aller vers l'usine de biocarburant qui a été construite, mais on a un autre projet de granules industriels, de granules de bois d'exportation vers les marchés européens, entre autres, pour l'équivalent de 180 000 tonnes métriques. Il me manque un zéro, je m'en excuse, là, mais en fait, c'est 180 000 tonnes métriques. Le biocarburant serait destiné, c'est plus un secret de polichinelle, on a des grandes discussions avec ArcelorMittal qui pourrait devenir notre grand consommateur d'huile pyrolytique pour remplacer du mazout lourd. 32 à 40 millions de litres, vous donnez un ordre de grandeur chez Arcelor, ça remplacerait environ seulement 33 % du bunker qu'ils utilisent chez ArcelorMittal. Donc, ArcelorMittal est un grand joueur, un grand client potentiel pour nous autres. À pleine capacité, l'usine de biocarburant fournirait 33 % des besoins d'ArcelorMittal. Donc, vous voyez un peu le potentiel de ce côté-là. La granule, on voudrait utiliser les silos Louis-Dreyfus pour l'exportation en Europe. Donc, on voit quand même des circuits courts avec des maillages d'entreprises présentes sur le site. On parle aussi biocharbon. Arcelor a un autre besoin qui est le biocharbon. Donc, est-ce que stratégiquement, on va vraiment aller vers une usine de granules pour l'exportation ou du biocharbon ou plus d'huile pyrolytique? Présentement, on est en réflexion stratégique au niveau de l'entreprise. Évidemment, l'autre sous-produit qu'on a en abondance, c'est l'écorce, qui serait utilisée évidemment pour sécher le bois d'œuvre, mais qui serait aussi utilisée pour sécher les granules de bois. Les granules de bois sont séchées et où on a aussi annoncé nos couleurs que l'autosuffisance alimentaire pourrait être une alternative sur la Côte-Nord. L'écorce est une source d'énergie disponible en quantité et très économique qui pourrait être utilisée avec un partenaire qui voudrait créer des serres ou des piscicultures. Donc, c'est un peu notre modèle d'affaires chez Arbec qui nous permettrait de devenir autosuffisants. Donc, nos sous-produits seraient transformés localement sur le site ou à proximité du site. Donc, c'est un petit peu notre vision stratégique pour survivre à moyen terme et à long terme. Je vous ai mis une photo de l'usine de biocarburant. Là, il y a des gens qui le savent et des gens qui ne le savent pas, mais la photo que vous voyez, c'est l'usine de biocarburant qui a été finie de construire en 2018, qui peut produire 40 millions de litres d'huile pyrolytique, qui est un produit qui se substitue très bien au mazout lourd ou à l'huile à chauffage pour créer de l'énergie. Mais vous voyez un petit peu l'envergure de l'usine. C'est un projet de 120 millions qui malheureusement est en arrêt depuis la COVID, mais on est très confiant en interne que c'est un produit d'avenir. On était peut-être un peu 2 à 3 ans d'avance, mais on sent le momentum changer au niveau des bioénergies. Vous avez eu plusieurs annonces, que ce soit à Varennes, à La Tuque. Donc, nous, l'usine est construite, elle est prête à opérer et on espère une entente imminente avec un joueur de classe mondiale tel qu'Arcelor sous peu. Le contexte forestier de Port-Cartier, il faut le comprendre un petit peu aussi, là, qui est un peu particulier. L'industrie forestière québécoise est en transformation. Pourquoi elle est en transformation? Bien, on le sait, on l'a vécu, on l'a lu dernièrement. Les usines de pâte et papier dans le journal sont en déclin. La pandémie a accéléré le déclin. Nous, on le voyait arriver ça chez Arbec un jour.
Il y aurait des risques avec la continuité de l'usine de Résolu à Baie-Comeau. Mais on s'est fait un peu surprendre parce qu'on avait commencé à déployer notre plan. Présentement, il nous frappe de plein fouet. Il y a une nécessité de valoriser les sous-produits. Hein? C'est ce que je vous parlais dans notre complexe intégré. Huile pyrolytique, granules de bois. C'est super important. Puis, l'importance de la foresterie dans la recherche de solutions vertes et durables aux énergies fossiles. Johnny en parlait d'entrée de jeu. C'est une réalité. C'est sûr qu'avec la quantité de sous-produits qu'on a à gérer sur le site, on vise des gros volumes, évidemment. La survie du site et la sécurité d'approvisionnement, Joanie m'en parlait, elle voulait quand même donner un petit peu, elle voulait quand même que je vous en parle. Ici, à Port-Cartier, c'est pas compliqué avec la papetière à Baie-Comeau, qu'on n'a pas vraiment de vision à court terme. Ça passe par trois éléments clés. Évidemment, la série, quand tu veux, tu n'as pas le choix d'avoir une série d'envergure qui va te générer des produits, des sous-produits, dont l'usine de biocarburant que je vous parlais d'entrée de jeu, qui est là pour transformer une quantité importante de sous-produits. Puis, on a le projet de complexe intégré. L'usine de biocarburant va utiliser 25 à 30 des produits générés sur le site d'Arbec. Donc, j'ai quand même un 70 qui était destiné aux pâtes et papiers que maintenant, j'ai plus de preneurs à proximité ou à un prix intéressant. Donc, on a l'obligation de penser à transformer ces sous-produits-là directement sur le site, soit en granulé de bois, puis on est très avancé dans les études d'ingénierie pour le granulé de bois. Bientôt, on va avoir un plan d'affaires, mais on pense aussi à biocharbon. Évidemment, ArcelorMittal a besoin de biocharbon avant 2030. On peut parler d'agrandir notre usine d'huile pyrolytique. Comme je vous disais, Arcelor n'est pas le seul consommateur d'huile pyrolytique. Vous avez qu'à penser à l'IOC, au Labrador, qui utilise énormément de bunkers. Mais Arcelor a la capacité d'utiliser 3 fois la capacité de mon usine juste pour remplacer le bunker. Ou des serres pour utiliser les corzons. On a les 2 premiers éléments, ils sont existants. Chez Arbec, la série, elle est là. On a investi, on a une série d'envergure, une des plus grosses au Québec. On a une usine de biocarburant à la fine pointe qui devrait redémarrer pour une longue période, évidemment, sous peu. Donc, il nous reste un morceau du puzzle à attacher pour le reste des sous-produits. Au niveau de la biomasse, les potentiels de biomasse forestière, évidemment, je voulais vous donner des ordres de grandeur là, sans vous étourdir dans les chiffres, mais pour vous donner quand même une envergure du potentiel d'un site comme Arbec sur une récolte de 750 000 m3, qui fait que la série opère à 2 quarts à l'année. C'est 750 000 mètres de coupe. On va générer 170 000 tonnes métriques annuelles de sous-produits annuels. Pour ceux qui sont dans le domaine, c'est des montagnes de copeaux, c'est des montagnes de brins de scie. Puis, on a la possibilité aussi dans notre plan d'affaires, étant donné qu'on est loin des marchés Arbec, on est très, très, très loin des marchés, il faut apprendre à gérer peut-être les bas grades, les transformant en sous-produits. On a une possibilité avec Bioénergie de récolter un 150 000 mètres de bois qui n'est pas valorisable en sciage. Ce qui nous donne, pour question d'aller un peu plus rapidement, ça nous donne un potentiel de 265 000 tonnes métriques annuelles de fibres blanches, c'est-à-dire de planures, de copeaux ou de sciure, et 135 000 tonnes vertes d'écorce. C'est une montagne d'écorce qui peut être valorisable, évidemment, en énergie, en revitalisation de sites miniers ou différentes utilisations. Évidemment, l'écorce, comme je vous ai dit, les principaux clients, ça peut être les serres, les chaufferies, séchage de bois d'œuf, séchage de granules, la fibre blanche. Bien évidemment, on a déjà une partie sur ce montant-là qui est réservée pour l'usine de biocarburant, mais ça peut être aussi des granules de bois et de biocharbon. OK? Ça fait grosso modo, c'est un peu ça. L'impact des sous-produits, je voulais quand même vous faire, pour une entreprise comme la nôtre de sciage, les sous-produits représentent environ 50 %. Ils rentrent un arbre, puis les sous-produits, c'est environ 50 % de l'arbre qui est rentré. Donc, ce n'est pas un petit élément pour une série, pour toutes les séries au Québec. Donc, c'est majeur dans nos revenus. Puis, si on recule en 2010 où les usines de pâte et papier allaient beaucoup mieux,
versus 2020, le coût de la fibre a augmenté avec le temps en forêt, avec les normes, avec l'inflation. Aujourd'hui, juste pour vous dire, le prix qu'on a, on a déjà eu 135 la tonne métrique anide. Aujourd'hui, Port-Cartier, quand l'usine de Résolu fonctionnait, on avait 80 tonnes métriques anide. Donc, le prix de la fibre a augmenté. 10 ans après, on a perdu l'équivalent de 55 $ la tonne métrique anide dans nos revenus directement, par le fait que les papetières n'avaient plus la capacité de payer autant, ce qui fait une perte nette en 10 ans de 12 millions. Donc, c'est très dur pour une entreprise comme la nôtre, comme une série, cette baisse de revenus-là. Donc, d'autant plus l'importance de valoriser les produits, les sous-produits. Fait un élément important aussi que je voulais aborder avec vous, là, vous le savez déjà, mais en plus du modèle d'affaires, on parle d'énergie verte. Donc, la forêt est une solution aux luttes au changement climatique. L'utilisation des résidus de bois est un élément majeur à la réduction des gaz à effet de serre. Donc, on peut lutter, on peut contribuer avec le biocarburant, granules, biocharbon, revitalisation des sites miniers. Donc, c'est quand même un élément important à retenir aussi de ce côté-là. Il y a beaucoup de pays qui mettent en place des programmes agressifs pour remplacer les carburants fossiles. Au Québec, on commence à embarquer tranquillement. Au Canada, avec la norme sur les carburants propres, il y a des projets de loi qui s'en viennent. Mais je peux vous dire, parce qu'on rentre dans le domaine, si on se compare aux États-Unis, de ce côté-là, c'est sûr que les politiques de Trump ont ralenti ça, mais ils ont des politiques vraiment avant-gardistes pour stimuler les biocarburants ou l'utilisation d'énergie verte telle que la granule ou même le biocharbon. Il y a un coût du carbone au Québec aussi qui est encore trop bas, le fameux SPED, qui ne nécessairement n'a peut-être pas l'impact voulu pour solliciter ou intéresser les grands consommateurs de carburants fossiles à investir ou à payer un peu plus cher pour des énergies vertes. C'est dur, vous comprendrez que du biocarburant versus du mazout lourd ou même de l'huile à chauffage, c'est dur d'être compétitif aujourd'hui sans des taxes de carbone un peu plus agressives. C'est comme aller à l'épicerie et espérer payer ses carottes écologiques, biologiques, moins chères que les carottes standards. C'est très difficile. Donc, on a besoin quand même de politiques un peu plus agressives pour avancer. Mais pour vous donner une idée de comment ça peut contribuer dans la lutte au changement climatique, 40 millions de litres de biocarburant déplacent 20 millions de litres de mazout lourd. Parce que ça prend 2 litres de biocarburant pour remplacer l'énergie d'1 litre de mazout lourd. Ça réduit de 65 000 tonnes métriques de CO2 équivalent. Ça fait que ceux qui connaissent le domaine, c'est énorme l'impact. C'est l'équivalent de 12 000 voitures annuellement ou 10 000 hectares de forêt. Donc, c'est clair que c'est un élément très, très, très important. Puis en conclusion, ce que je veux vous retenir, c'est qu'Arbec peut générer des volumes de sous-produits en grande quantité et au travers de nos opérations. Donc, juste récolter pour créer des sous-produits, c'est quand même très difficile d'être rentable. Quand tu le fais au travers de ta coupe forestière, tes opérations forestières où tu génères ces sous-produits-là au travers de tes opérations de coupe, c'est un peu plus viable, c'est plus facile de faire lever des projets. Le site de Port-Cartier, notre usine à Port-Cartier, on doit valoriser nos sous-produits localement parce qu'on n'a plus de marché pour nos copeaux ou à proximité. On a beaucoup d'actifs déjà en place pour produire des sous-produits, des chippers, des tamis, des tambours écorceurs, nommez-les. On en a beaucoup d'infrastructures pour en produire en grande quantité. La viabilité, le complexe intégré, on l'appelle complexe intégré parce que la scierie ne peut pas vivre sans le biocarburant, puis le biocarburant ne pourra pas vivre sans la granule, puis la granule ne pourra pas vivre sans la scierie. Donc, c'est interrelié. La majorité des usines de siège au Québec ont de la difficulté à écouler leurs sous-produits. On n'est pas les seuls. On est les pires parce qu'on est à l'extrême est et on n'a pas de marché local pour nos sous-produits. On est loin des grands consommateurs de Brincy ou de copeaux avec la fermeture de Résolu.
Et la transformation de la biomasse forestière en énergie, c'est une solution durable à la réduction des GES. Le bois est considéré comme carboneux, en plus d'avoir beaucoup moins de polluants à l'intérieur, que ce soit les dioxines, les SOx, les NOx, c'est beaucoup moins polluant pour le Québec. Donc, je pense que j'ai respecté mon temps, Joanie. Merci. Merci, On Tony. va y revenir un peu plus tard. Excellent, merci. Oui, tout à fait. Tu es rentré dans 15 minutes pile. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais céder la parole à Éric Aubin et Asma Essali de Ressources Le Phare. Merci, Joanie. Merci de nous avoir donné l'occasion de présenter notre, on va dire, mini-expérience au niveau du système de chauffage de la biomasse forestière. Je me nomme Asma Essali, je suis la directrice générale de ressources de réinsertion Le Phare, qui est une entreprise d'économie sociale à l'œuvre depuis plus de 20 ans. Notre entreprise peut se targuer d'entraîner des retombées positives dans le milieu, tant qu'au niveau social, économique qu'environnemental. En effet, nous offrons un service de récupération et de gestion de matières résiduelles aux municipalités nord-côtières, créer plus de 70 emplois qui visent la réinsertion des personnes aux prises avec des différentes limitations. Notre mission principale, c'est la réinsertion sociale et c'est grâce à des projets comme le tri, l'éco-centre, magasin de réemploi que nous honorons notre mission. Le Phare possède une bouilloire de 610 BTU à la biomasse qui sert à chauffer en grande partie nos bâtiments. Ce qui représente un minimum de 40 000 $ par année d'économie en frais d'électricité. Grâce à la fournaise, nous valorisons un volume annuel de 1500 tonnes de résidus de bois destinés à l'enfouissement, ce que représente une économie de 36 000 $ de frais de disposition, sans parler de l'impact négatif sur l'environnement. Nous avons effectué une planification stratégique étalée sur 5 ans et parmi les objectifs à atteindre, c'est maximiser l'utilisation de la fournaise en vendant la chaleur aux voisins. Quand Joanie nous a contactés pour ce projet, c'était l'occasion idéale pour étudier la faisabilité de cette éventualité. Après réflexion, nous pouvons être un centre d'approvisionnement à fournisseur local de copeaux aux chaufferettes, avec la possibilité d'offrir le service de la maintenance. En termes de volume, actuellement, nous recevons en moyenne 2500 tonnes de résidus de bois, comme j'avais expliqué auparavant. Nous produisons en moyenne de 500 tonnes de copeaux par année pour l'utilisation locale, ce qui représente à peu près 35 à 40 tonnes par mois pendant la période hivernale pour le chauffage de nos installations. À l'occasion, nous refusons un certain volume de bois qui est en provenance des grandes industries à Port-Cartier pour des problèmes des débouchés. Donc, à l'heure on parle, nous disposons déjà d'un volume qui est déjà prêt, destiné à soit à la vente ou à l'utilisation locale, qui représente à peu près 2000 tonnes de copeaux. Fait que j'avais récemment discuté, par exemple, avec Alouette, il parle de l'éventualité avec un projet qui s'en vient, qui va générer un volume potentiel, qui va augmenter aussi la capacité d'offrir le service des copeaux. Ça concerne un peu le volume, mais je vais laisser Éric Aubin qui va expliquer plus en détail et plus les techniques et aussi les informations concernant l'entretien nécessaire sur la chaufferie. Merci. Merci, Asma. Comme Asma l'a mentionné, en fait, nous, ça fait quand même assez longtemps qu'on opère une fournaise à la biomasse. Là, la grosse différence qu'il faut faire, en fait, c'est que le copeau forestier, le produit de la biomasse forestière comme à Arbec, puis la biomasse que nous, on a, c'est pas du tout la même chose. Hein. Nous, c'est plus des produits qui sont dérivés de construction, rénovation, démolition, des résidus industriels qui sont apportés par les grosses compagnies là, comme Arcelor, Alouette et compagnie. C'est pas le même genre de processus de fournaise. C'est pas le même genre de processus pour chauffer ça. À titre d'exemple, la biomasse forestière, ils chauffent ça aux alentours ils essayent de pogner 30 et un petit peu moins
de pourcentage d'humidité dans leur copeaux, alors que nous, la biomasse qu'on a est à 3 d'humidité. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus sec. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont à prendre en considération lorsque tu veux avoir une bouilloire chez vous ou une fournaise à biomasse, de prendre en considération quelle biomasse je vais prendre mon alimentation où, puis ce que je trouve un petit peu délicat dans ces choses-là, en fait, c'est que souvent, tu es alimenté par des compagnies qui te vendent le produit. OK? C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à collaborer avec un futur centre provincial d'expertise en énergie de la biomasse qui aurait lieu qui serait situé à Port-Neuf, pas loin de Québec. En fait, eux, ils ont beaucoup, beaucoup de bâtiments qui chauffent déjà la biomasse. Puis ce centre d'expertise-là permettrait justement d'avoir de l'expertise recoupée des gens terrain qui opèrent, comme moi, une fournaise de biomasse, mais qui n'ont aucun gain économique à voir là-dedans. Je veux dire, tu sais, si je donne des conseils à quelqu'un, si on aide quelqu'un à implanter un système de biomasse, c'est pas parce que moi, je vais en faire un gain économique là-dedans, c'est vraiment pour partager mon expertise et faire sûr que les personnes ne se font pas avoir. Parce que si on recule, une couple d'années, il y a déjà eu une grosse, bien, nous d'ailleurs, au Fort, on a bénéficié de ça, une grosse campagne pour installer des fournaises à biomasse un peu partout, qui étaient subventionnés au coton, puis mais sauf qu'un coup que les subventions ont tombé, bien là, toutes les compagnies ont fermé, ça a fait faillite, fait que là, tu t'es ramassé avec pas de service après-vente, fait que là, il faut que tu apprennes sur le tas un peu comment ça fonctionne. Puis bien, pour avoir un bon rendement là-dedans, ça te prend un équilibre entre vraiment un bon setting, donc des bons ajustements, puis un bon nettoyage, bonne maintenance de ta fournaise. Fait que c'est surtout ça. Puis tu sais, pour compenser, parce qu'en fait, là, on ne peut pas dire que c'est pareil comme du bunker seal. Là. Tu mets ça dans un gros conteneur, puis tu en as pour l'hiver, puis tu ne touches pas à ça ou presque, ça n'a presque pas de maintenance, un peu les brûleurs, bien, le reste, tout fonctionne bien. C'est pas vrai. Un système à biomasse, ça demande un peu plus d'entretien. Par contre, tu vas le compenser avec le coût. Ton coût d'énergie va être beaucoup moindre. Et puis c'est là qu'il faut que tu sois compétitif parce que ça va te demander un peu plus d'entretien, mais il faut que tu aies des gains en quelque part. À titre d'exemple, là, il y en a beaucoup de places, mais Jean Portneuf, justement, c'en est un bon exemple. Il y a nous autres au Fort. Portneuf, c'est un bon exemple d'un bâtiment qui lui coûtait 50 000 $ par année en chauffage au niveau du biocarburant. Pas du biocarburant, excuse, je ne veux pas t'insulter, Tony, c'est pas la même affaire. Au niveau du bunker seed qu'ils utilisaient. Puis là, ils sont rendus avec 5 000 $ de biomasse forestière pour toute l'année. Là, tu as des gains, tu as des choses qui sont intéressantes. Au niveau de la maintenance, c'est sûr que nous, on a une vieille quand même dans les premières qui ont été faites, fait qu'on a beaucoup plus de choses manuelles. Maintenant, dans les nouvelles installations, exemple, les tubes se nettoient automatiquement, c'est programmé, la machine va te les nettoyer, si tu veux, à tous les 2 heures, que tes tubes soient toujours prêtes. Mais concrètement, pour nous autres, là, une machine qui est capable de fonctionner puis d'envaler quand même pas mal de gros copeaux puis de bien fonctionner, là, ça demande une maintenance qui est journalière, c'est-à-dire entre 15 et 30 minutes par jour. Ensuite de ça, on a une à les 5 semaines, donc une légère maintenance au niveau du nettoyage justement des tubes et tout ça toutes les 5 semaines qui prend environ, là, je vous dirais, 2 heures là, autour de ça. Puis après ça, tu as 2 grosses maintenances par année, en fait, dans le milieu de ton année, qui, moi, ça correspond en janvier à peu près, puis une à la fin ou au début de l'autre année. Tu as fait dans ton été que ça ne fonctionne pas. Ces maintenances-là, là, c'est peut-être, je vous dirais, on peut calculer une journée là, maximum là, pour te faire la maintenance au complet. Fait que c'est sûr que ça demande un petit peu plus d'entretien, mais ça prend t'as des gros coûts économiques à l'autre de ça. Le gros désavantage que j'y trouve, moi, en fait, c'est peut-être au niveau de la perte de courant. Quand il y a une perte de courant, ben, tu n'as plus de chauffage. Mais en même temps, quel autre système vous garantit que quand tu n'as plus de perte de courant, tu as du chauffage? Il n'y en a pas bien. Ça fait que, c'est même désagrément à peu près partout. Il faut que tu ailles te réallumer, là, mais les nouvelles, il y a des pilotes qui sont capables de se réallumer, mais comme nous autres, là, c'est une perte de courant qui perdure plus que 30 minutes, bien, ça s'éteint, puis il faut que tu ailles la repartir. Mais à part ça, je vous dirais qu'avec le temps, on a appris, on apprend toujours, on va toujours continuer à apprendre de notre machine. Mais par contre, ça a double volet. Hein, on empêche l'enfouissement,
on diminue les réductions de carbone, puis en plus, ben c'est ça, on a des gros coûts d'électricité qu'on sauve. Fait que c'est à peu près ça, mais si des gens ont des questions, là, vous ne vous gênez jamais au niveau de l'implantation des systèmes, là, comment est-ce que vous voyez ça, puis si vous voulez avoir... on est transparent chez nous, on dit la vérité. Est-ce que ça marche, ça marche. Ce que ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Puis on n'est pas peur de ça. On n'a pas de gain à y faire. Excellent. Un grand merci pour votre intervention, Eric et Asma. Donc, c'est ça, on voulait avoir vraiment des intervenants qui avaient une expérience directement avec une chaufferie à la biomasse forestière résiduelle là, pour s'adresser peut-être aux entreprises qui participent aujourd'hui et qui se posent des questions. Et donc, maintenant, je céderai la parole à M. Jean-Robert Ouez de la firme Embionnaire, qui ont aussi une présentation, je crois. Donc, c'est possible pour vous là, de présenter la présentation directement. Oui, c'est bon. Je vois que ça Oui, est-ce que tu la fonctionne. vois bien? Oui. Oui, donc je vais vous céder la parole. Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci de, de nous recevoir aujourd'hui. Comme Johnny le disait en introduction, nous, on est là pour l'accompagnement pour les études de pré-faisabilité et même études de faisabilité. Là. Je vais rapidement vous parler de la firme Embionnaire, un peu qu'est-ce qu'on fait, puis je vais passer la parole par la suite à mes collègues Jean-François et Félix, qui sont nos chargés de projet principaux dans les projets de biomasse. Là. Alors, vous allez voir, on va faire du pouce un peu sur ce qu'Éric a dit aussi là, en termes d'opération, sécurité d'opération, maintenance, etc. Là, pour des projets de biomasse. Désolée, Jean-Robert. Juste peut-être nous mettre ça en plein écran pour qu'on... Oui. Moi, je pensais que j'étais en plein écran. Je ne suis pas en plein écran? Pas encore. Ah, Ah, là, c'est là, bon? oui. Oui. OK, bon. Excellent. Embionnaire, écoutez, on est une firme d'ingénierie spécialisée, une firme d'ingénierie en électromécanique de bâtiments, mais spécialisée en efficacité énergétique, là, qui opère depuis 2009. On a 3 bureaux. Le principal est à Québec. On a un bureau à Montréal, un autre bureau à Saguenay. On est une cinquantaine d'employés, peut-être, je dirais 20-25 ingénieurs, une vingtaine de techniciens, puis une dizaine de personnes en support administratif. Et on est vraiment, ce qui nous distingue, c'est qu'on opère sur ce qu'on appelle l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Donc, on intervient autant dans les études préliminaires que dans les plans de vie, que dans le suivi par la suite, là, donc la mise en service du bâtiment et même le suivi énergétique. Donc, on a une bonne perspective de l'opération complète des bâtiments. Donc, nos 3 principaux services, conception et consultation, plan de vie, efficacité énergétique et l'implantation. Je vais passer rapidement là-dessus pour aller directement à des réalisations récentes au niveau de la biomasse. Là, on travaille depuis pratiquement maintenant 3 ans avec la centrale de chauffage de l'hôpital de Chicoutimi pour faire la conversion de cette centrale-là qui était initialement au mazout et par la suite au gaz naturel pour la convertir à la biomasse. Là. Donc, on a fait toutes les études préliminaires. On a fait aussi les plans de vie pour la première phase qui est à la modernisation de la centrale pour les nouvelles chaudières, ou la nouvelle chaudière en fait au gaz naturel qui allait être la chaudière d'appoint pour la future chaudière à biomasse qui s'en vient. Donc ça, c'est dans un contexte institutionnel. On travaille aussi actuellement avec la municipalité de Saint-Edwidge pour l'implantation d'un réseau de chauffe à la biomasse pour remplacer le mazout qui est utilisé. Principalement pour l'église, le bâtiment principal municipal là, qui fait office de siège social, pas siège social, mais bâtiment principal municipal avec différentes autres fonctions, et aussi l'église et le presbytère et le garage municipal qui sont à proximité. Donc, on les a accompagnés pour l'étude de faisabilité, la gestion des demandes de subventions et aussi la rédaction du devis d'appel d'offres pour aller en implantation. On a travaillé aussi avec la municipalité de Saint-Raymond et la Fédération québécoise des coopératives forestières pour l'étude de faisabilité de l'implantation d'un réseau de chauffe à la biomasse, du même type un peu que celui de Saint-Edwidge, reliant, mais là, il y aurait plus de bâtiments qui seraient reliés, là, donc église, aréna, hôtel de ville, etc. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre à la suite. Puis juste vous dire aussi, ce n'est pas des projets de biomasse, mais on est actif sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Là, on accompagne la Commission scolaire du fer dans différents projets. On a travaillé aussi pour la remise en service du pavillon Alouette à Sept-Îles, que certains d'entre vous doivent connaître.
Et on va tomber dans le cœur du sujet, donc approvisionnement et installation. Alors, je ne reprendrai pas les éléments que Tony a mentionnés tantôt, là, juste pour vous dire qu'effectivement, il y a différents types d'approvisionnement qui sont possibles. Évidemment, quand on a une source unique, c'est l'idéal parce qu'on contrôle beaucoup mieux l'humidité, la granulométrie, etc. Alors, ça permet de faire des spécifications beaucoup plus précises pour des équipements, comme Eric le disait tantôt. C'est pas tous les équipements qui opèrent de la même façon. Donc, si on a 3 d'humidité dans notre approvisionnement en biomasse, c'est pas la même chose que 30 %. Donc, il faut vraiment que les présélections d'équipements qui vont être utilisés tiennent compte de tous ces éléments-là en fonction de la variabilité de l'approvisionnement. Et je vais passer la parole à Jean-François et à Félix, peut-être à Félix en premier pour les exemples de systèmes qu'on a implantés, puis Jean-François va venir par la suite peut-être plus parler des aspects technico-économiques, des périodes de retour sur l'investissement, etc. Donc, à toi la parole, Félix. Merci Robert. Bonjour tout le monde. Je vais reprendre un peu ce que tu as dit pour commencer, puis Eric en a parlé aussi, mais c'est un élément très important. Un système de biomasse, c'est un tout. Les besoins de chauffage vont influencer le choix de la chaudière ou de la fournaise. Puis l'approvisionnement disponible va influencer aussi le choix de l'équipement, le choix des systèmes de réserve, de convoyeurs. Fait que ça forme vraiment un tout. Puis c'est souvent, les gens vont se demander, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Puis la seule façon de répondre à la question, c'est d'aller voir les bâtiments puis d'analyser besoin par besoin, c'est quoi le meilleur système qui est adapté. Ce qu'on voit beaucoup, nous autres, dans les 2 dernières années, dans les études qu'on a menées, c'était surtout des systèmes soit à granules ou à copeaux. Puis pour l'instant, les systèmes à granules qu'on a analysés, c'était des systèmes de plus petite envergure, mais c'est pas nécessairement ça qui est la vérité pour tout le monde. Ici, ce qu'on voit sur la diapositive qui est montré, c'est un exemple de réserve. Là, je pense que vous ne voyez pas ma souris bouger, mais sur la figure à gauche, c'est un exemple de réserve pour un système qui fonctionne à copeaux dans une des études qu'on a fait. Donc, c'est vraiment des échelles mobiles au sol pour un très gros volume de livraison. Là. Exemple, on a un camion de 40 pieds à plancher mobile qui vient livrer des copeaux sur cette surface-là. Et à partir du dépôt des copeaux, le système de biomasse prend en charge l'approvisionnement à la chaudière. Donc, de la réserve, les échelles mobiles permettent de déposer les copeaux dans un convoyeur qui amène ça à la biomasse. C'est vraiment un système complet. Puis chaque élément, le design de chaque élément dépend du choix du système dans son ensemble. Fait que là, ici, on parle d'une chaufferie de 650 kW. Fait que c'est une chaufferie de très grande capacité qui correspond à un réseau de chauffage là, dans le cas où on aurait un bâtiment avec une chaufferie responsable d'approvisionner la chaleur à plusieurs autres bâtiments. Fait que le volume de la réserve est très gros. Le système d'approvisionnement à la chaudière est complexe. Par contre, les opérations sont centralisées à une seule chaufferie, autant pour la réception de la matière que pour la gestion et l'entretien de la chaudière. Donc, ça permet d'avoir un système centralisé entretenu par un intervenant, puis ensuite les autres intervenants bénéficient de la chaleur. On peut peut-être passer à la prochaine. Ici, on a quelques exemples de chaufferies de plus petite envergure. Exemple, si on a un plus petit réseau de chauffage avec 1, 2, 3 bâtiments raccordés ou un seul bâtiment qui a des besoins de chauffage importants. Ça consiste en des solutions conteneurisées. Donc, au lieu d'être construit sur place, ça peut être livré préassemblé. Typiquement, dans ce cas-ci, ce serait la figure de droite, ce serait un système plutôt à granules, avec un silo à granules. Puis le bâtiment contient la chaudière, le système de transfert du combustible entre le silo et la chaudière. Fait que c'est des équipements qui coûtent cher par kilowatt installé en termes d'achat, mais par contre, en termes d'installation, c'est prêt à être accordé en électricité, puis prêt à être déposé sur une dalle ou pieuté sur un terrain.
Ça fait des solutions compactes aussi, moins de gestion au chantier de construction puisque tout est préassemblé. C'est ça, mais ça convient plus à des projets de petite moyenne envergure parce que dans les projets de grande envergure, comme si on a une chaufferie centralisée pour plusieurs bâtiments, on se ramasse vite avec des réserves de copeaux qui sont tellement grosses qu'on doit construire un hangar ou valoriser un espace non utilisé qui est assez grand dans un bâtiment existant. Encore une fois, on a un mix entre un silo préfabriqué et un bâtiment qui a probablement été construit sur place, mais qui est un bâtiment c'est quand même simple. Fait que c'est possible aussi, dans une petite moyenne capacité, d'avoir une solution qui n'est pas préfabriquée et qui est montée par un entrepreneur directement sur place avec un silo prêt à livraison. Puis c'est sûr que le type d'entreposage sous forme de silo va donner de la flexibilité dans le type de camion qui peut venir livrer aussi. Là. Quand on parle, exemple, de granules, ben, un camion qui est équipé pour livrer du grain ben, peut livrer de la granule dans un silo là, comme celui-là. Dans cet exemple-là en particulier, là, il y avait une réduction, tantôt on parlait de réduction d'émissions de gaz à effet de serre là, de près de 90%, puis les coûts aussi de carburant comme tel en passant du mazout à la biomasse étaient réduits de 50%, là, juste pour faire du pouce sur ce qu'Éric disait tantôt. Puis, c'est difficile un peu de répondre des fausses inquiétudes de c'est quoi le volume de stockage requis, quel espace va prendre la chaufferie, le système dans son ensemble, la chaudière, le stockage, tant qu'on n'a pas un besoin réel à analyser. Puis c'est pour ça un peu qu'on est impliqué dans le dossier aussi. Le but, c'est vraiment de prendre bâtiment par bâtiment, c'est quoi les besoins de chauffage, quelle puissance pic ça représente et quel volume de biomasse sur une saison de chauffe ça représente pour entamer justement des prédimensionnements et une pré-faisabilité pour le projet sur la Côte-Nord. Ici, on a peut-être ajouter, excuse-moi de t'interrompre, problème, que ça va beaucoup dépendre de la type de biomasse. C'est vraiment, comme Félix disait, la grosseur de la réserve va dépendre du type de biomasse qu'on veut ou peut utiliser. Donc, l'étude d'approvisionnement qu'on fait au départ va vraiment diriger pas rien que sur la puissance de la chaudière, mais aussi sur quel type de carburant on utilise. Puis là, le type de réserve, la grosseur de la réserve va vraiment dépendre de ce qui est disponible. Donc là, dans une région comme la Côte-Nord, où on va dépendre de certains approvisionnements, mais ils ne sont pas infinis, les types d'approvisionnement. Comme là, on parlait de granules là, avec Arbec qui pourrait être une possibilité, mais pour l'instant, ce n'est pas une possibilité d'approvisionnement local, à moins que je me trompe, là, pour la granule sur la Côte-Nord. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter. Bon, en fait, il y a Boisaco qui est considéré sur la Côte-Nord, là, qui est à Sacré-Cœur. À toi, Félix. Parfait. En fait, ici, on vous partage cette figure-là. C'est un exemple d'un réseau urbain, en fait, schématique, évidemment, conceptuel, assez simplifié. Mais tantôt, Jean-Robert parlait du projet potentiel à Saint-Raymond. Ben, cette figure-là provient de l'étude qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on a un système biomasse à gauche constitué d'une réserve et d'une ou plusieurs chaudières selon le niveau de redondance qui est requis. Puis dans la salle mécanique, on a vraiment ce qui est identifié ici comme un buffer tank, un réservoir tampon qui vient temporiser l'eau chaude produite par la fournaise, la chaudière biomasse. Pourquoi? Bien, parce que la biomasse, les chaudières ont une capacité de modulation qui est relativement bonne, mais il y a quand même un minimum que la chaudière ne peut pas descendre en bas une fois qu'on part un foyer. Moduler un feu, ce n'est pas comme moduler un brûleur au gaz naturel. Et les besoins de chauffage sur la boucle pour les différents utilisateurs, les différents bâtiments qui sont raccordés vont être variables quand même dans le temps. Fait qu'on a vraiment besoin d'un réservoir qui permet de temporiser puis apporter une bonne concordance entre les besoins de chauffage et la capacité de modulation du système à la biomasse. Mode de réalisation, peut-être
Jean-Robert ou Jeff, Jean-François. Jean-François, je te Je veux juste partageais. vous dire qu'il reste un Oui. petit... je pourrais vous laisser un 4 minutes. Oui, parfait. À toi, Jean-François. Oui. Bon, ben, je vais y aller rapidement. Là. En fait, là, selon le type de projet, le type de client, le type d'échéancier qu'on a, plusieurs modes de construction là, peuvent s'appliquer. Le mode traditionnel où les professionnels comme nous ou d'autres firmes réalisent des plans. Après ça, on va en appel d'offres ou en demande de prix. Et là, un entrepreneur général rentre pour effectuer les travaux. Ça peut être aussi du devis de performance pour des plus petits projets où le plus-value de l'ingénieur va être vraiment de définir le besoin. Mais après ça, selon le type d'équipement, bien, on peut varier. Donc, on va y aller en devis de performance dans ces genres-là. Le mode de gérance est un petit peu quand même rapproché du mode traditionnel. Donc, c'est une firme spécialisée qui agit comme gérant de construction. Mais après ça, là, on a des ingénieurs qui font du plein devis ou des devis de performance. Et là, après ça, tous les contrats sont gérés par le gérant de projet et non par l'entrepreneur général. Sinon, il y a carrément du projet clé en main qui peut être fait pour quand les travaux d'ingénierie, autres que ceux de la chaudière, qui ne sont pas trop importants, mais on peut donner tout clé en main à un manufacturier, installateur de chaudières et de systèmes biomasse. Comme ça, il peut fournir les plans, il peut tout faire sans avoir beaucoup d'intervenants, mis à part, bien sûr, le chargé de projet côté client. Donc, il faut juste garder en tête que les chaudières et les systèmes biomasse, il y a des très longs délais de production et de livraison parce que ce n'est pas des choses qui sont tablettes, c'est des choses qui sont custom, qui sont adaptées à chacun des projets. Donc, ça doit être fabriqué. Donc, c'est beaucoup plus long. Donc, 6 à 12 mois pour la livraison d'une chaudière et d'un système complet. Donc, souvent, on peut aller en pré-achat, faire le reste en mode traditionnel ou autre, mais faire le pré-achat rapidement de la chaudière. Bon, comme on l'a dit plus tard, les frais d'opération, comme M. Aubin le disait, là, les frais et l'énergie à mettre en opération d'entretien sont beaucoup plus élevés que le gaz naturel, le propane ou le mazout. Mais ces surcoûts-là doivent être évalués dans l'étude technico-économique, puis on doit aussi consulter le client qui va recevoir l'équipement pour voir qu'est-ce qu'il est capable de fournir comme effort, comme entretien, ou s'il doit aller à l'externe pour faire ses travaux d'entretien. Il y a toujours deux choses. Il y a une surveillance, comme je ne repasserai pas là-dessus. Toujours penser à la disposition des cendres, que c'est un résidu, mais qui peut devenir un revenu potentiel. Si les cendres, s'il y a des agriculteurs, ils pourraient avoir un intérêt là, si vous avez des agriculteurs dans votre secteur. Donc, les chaudières sont utilisées pour un type de combustible, donc une combustion propre. Donc, il ne faut toujours pas penser que les chaudières biomasse, ça va être comme un feu de bois et que ça va sentir le bois. Là. Les chaudières font une combustion à haute température, donc il y a très peu de résidus dans l'air. Puis, il faut toujours penser à la sécurité physique parce que c'est quand même un feu. Tu sais, c'est pas comme une chaudière. Bien, une chaudière au gaz a du feu, mais il y a toujours un peu plus de risque de feu vu que la matière qu'on brûle est exposée dans la réserve. Donc, il y a toujours un petit aspect qu'il faut toujours faire un petit peu plus attention dans les convoyeurs et la manutention. Je peux peut-être reprendre le relais ici, Jeff, ça ne te dérange pas? Pas trop. En fait, ce qu'on voulait montrer ici, c'était un estimé qu'on avait fait pour une étude, entre autres, sur le coût du système, puis je ne passerai pas tous les chiffres un par un, mais c'était simplement pour montrer que sur un projet de réseau de chauffe à biomasse, le système biomasse représente quand même un coût important. Là. Dans ce cas-ci, si on prend la chaudière et tous les accessoires requis pour le stockage puis manutention du combustible de copeaux, bien, ça représente à peu près 25% des coûts. Après ça, là, dans ce cas-ci, il y avait un réseau urbain qui était déployé, mais tout ça pour dire que c'est non négligeable. Il faut bien cadrer la définition du système avant de l'acheter, qu'est-ce qu'on a besoin, puis s'assurer qu'on a le bon produit. Puis pour donner une idée du payback, de la période de rendement sur investissement de la biomasse, ça c'était pour un projet étudié avec un combustible au granule. On remplaçait le mazout par des granules, puis on tournait autour de 12 ans de période de rendement sur investissement
incluant les subventions disponibles. Peut-être à préciser que des granules là, sont quand même beaucoup plus chers que des copeaux. Donc, les PRI vont vraiment varier dépendant du carburant qu'on remplace. Puis c'est quoi le carburant, c'est quoi la biomasse qu'on va utiliser? Est-ce qu'elle est beaucoup transformée ou peu transformée? Le coût va vraiment varier beaucoup à cause de ça. Donc, merci. Je ne sais pas si on a encore du temps pour parler des subventions disponibles. Je n'ai pas abordé le thème. C'était quoi exactement? Mais en tout cas, si vous avez des questions, on peut peut-être l'aborder individuellement aussi. C'est quoi exactement les programmes dont on parle quand on parle de subventions? Là. Tout à fait. Puis je pense que ça va faire aussi l'objet d'un autre atelier. Donc, merci beaucoup pour l'information. Donc, je pense que ça a fait vraiment le tour des points que j'avais mentionnés, qu'on vous avait demandé de votre côté. Je regarde rapidement dans le chat s'il y a des questions. Monsieur Tony Chabot, juste m'assurer peut-être que vous êtes présent parce qu'il y a une question adressée à vous. Oui, je suis toujours là. Parfait. Donc, c'est Jérémy Gagnon, en fait, qui demandait pour vos projets de biomasse, vous comptez utiliser seulement les sous-produits d'usine et non la récolte de biomasse en forêt? Évidemment, notre première priorité, c'est une bonne question, étant donné qu'on a beaucoup de difficultés à écouler nos propres sous-produits de la transformation du bois d'œuvre. Notre priorité numéro 1 est de récolter nos sous-produits, mais au travers bioénergie, ce que j'ai montré dans le graphique aussi, on a déjà, au travers de nos parterres de coupe, il y a toujours des bois qui n'ont pas de preneur, tels que le bouleau, le tremble, du bois trop petit, du bois qui est mort de bout. Qu'on récoltait pour bioénergie au travers de la coupe forestière normale. Donc oui, on en ramasse un peu, on a la possibilité d'en ramasser au travers de nos opérations forestières, mais notre priorité étant de gérer au moins au départ les sous-produits générés par le siège. OK, parfait, excellent. Donc, merci pour votre réponse. Ensuite, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si certaines personnes voudraient activer leur micro, si toutefois ils ont des questions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Jérémy Gagnon qui avait posé la question dit merci, donc ça a répondu, je pense, à sa question. Bon, donc c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions, je crois. Je crois que ça a été complet là, comme information. Ah, un nouveau message. Donc, c'est bon. C'est quelqu'un qui remercie tout simplement les conférenciers là, pour votre présentation. Il est déjà 12h30, donc je ne veux pas trop m'étendre non plus sur le sujet. Je ne sais pas si entre vous, peut-être, vous avez des questions aussi entre les intervenants. Je laisserai peut-être l'opportunité à vous aussi de prendre la parole. Moi, j'ai une question embryonnaire. Est-ce que c'est faisable d'adapter un modèle de biomasse qui est déjà existant, puis le transformer, puis que ce soit à jour comparativement à ce qu'on est rendu en 2021? Et dire, prendre la chaudière puis la mettre au standard des nouvelles chaudières, quelque chose comme ça? Oui. Ça va beaucoup dépendre, en fait, du manufacturier qui l'avait faite. Est-ce que c'était une chaudière un peu plus custom faite par un fabricant de chaudières et de vaisseaux de pression local ou c'était une chaudière européenne à acheter? Ça a quand même beaucoup évolué. C'est probablement, améliorable, mais je pense vu que c'est comme des systèmes très propriétaires, là, dépendant du manufacturier, il va falloir vraiment voir avec qui. Et je pense au nettoyage de tubes automatisés, ce genre de choses-là. Je vois mal comment ils pourraient arriver à intégrer ça directement dans l'échangeur existant. Peut-être du descendrage, des choses comme ça, là, mais ça serait vraiment à vérifier avec le manufacturier de la chaudière directement. C'était quel manufacturier déjà que vous aviez, Éric? Nous autres, c'était... Tabarouette, un peu, le nom m'échappe. Novatec Biomasse. Novatec. Biomasse. Je sais pas si mais par contre, il y a des fabricants de vaisseaux sous pression qui pourraient peut-être intervenir sur le vaisseau sous pression pour venir ajouter du nettoyage de tubes. C'est ça le requis. Là. Ça peut se faire de changer le vaisseau sous pression sans changer
la chambre de combustion. Oui, c'est ça, juste là. Parce que nous autres, c'est des tubes horizontales qu'on a, là. Puis ils ne sont pas nettoyables automatiques, là, vous l'avez compris tantôt, mais je pense que oui. Je pense qu'on peut changer juste le haut, sauf que ça ne changera pas ta chambre de combustion, je comprends ça, mais c'est parce que nous autres, l'ASMA, il va falloir se grossir beaucoup là, dans le réseau de chaudière. Là, si on veut faire un réseau comme on voit, là, il va falloir vraiment grossir beaucoup. Fait que là, même la chambre de combustion ne sera plus adaptée à ça. Pour ce qui est, je pense, de la réserve de copeaux pour l'alimentation, ça, on serait correct, mais le reste, ça ne serait plus valide. En tout cas, ça, c'est mon impression à moi. La question, c'était pour à court terme. Certaines options à améliorer dans l'annonce, c'est pour ça que je pose la question. Moi, j'ai une question peut-être pour Félix, parce qu'on parlait de subventions. Je ne sais pas si ce serait pas une possibilité de les faire parvenir justement pour des projets comme ça dans le secteur. Si on avait une liste sur laquelle on pourrait peut-être commencer à faire des démarches ou prendre des informations, peut-être en passant par Joanie, là, je ne sais pas si c'est possible d'avoir ça. Je peux peut-être dire que de mon côté, excuse-moi Félix, j'ai coupé ta parole, mais de notre côté, ça avait déjà été fait là, comme exercice. Donc voilà, je pourrais partager tout simplement. Là, mais je vais laisser Félix aussi discuter. Oui, ben, j'allais juste dire, pas de problème, on peut partager l'information. Bon. Principalement, c'est Transition énergétique Québec, programme de biomasse forestière résiduelle, et Fédération canadienne des municipalités, qui peut, s'il y a un volet municipal dans le projet, exemple un réseau, puis il y a certains bâtiments municipaux intégrés qui peuvent subventionner aussi une partie du projet et financer. OK. Merci. Donc, on joindra peut-être nos suggestions pour t'envoyer ça, Barbara. Donc voilà, et puis petite précision, Xavier Cavard qui fait partie de notre comité de pilotage et qui est sur la chaire de recherche UQAT MFFP sur le carbone forestier, qui mentionne une petite précision d'un point de vue lutte contre les changements climatiques, entre parenthèses, dette carbone contractée, carboneutralité, etc. Toutes les sources de biomasse ne se valent pas. Sur un gradient, on a d'un côté récolté les arbres verts comme le moins efficace, voire contre-productif, mais ici, on s'adresse vraiment à tout ce qui est biomasse forestière résiduelle. On ne vise pas à récupérer des arbres sur pied. Et de l'autre, les résidus de transformation sont probablement le mieux. Effectivement, là, donc c'est ça, nous, on vise vraiment à valoriser la biomasse forestière résiduelle et non pas à aller chercher des arbres qui sont déjà sur pied. Donc, voilà. Il est 12h36, donc je vous remercie pour votre présence. C'est sûr que les discussions autour de l'approvisionnement ne sont pas finies. Je pense qu'on a encore beaucoup de questions de notre côté, là, à savoir comment tout ça peut être mis en place. Mais je pense que l'important ici, comme vous l'avez vu, c'est vraiment d'évaluer à la pièce les bâtiments, essayer de voir c'est quoi le potentiel de conversion, puis qu'est-ce qui répondrait le mieux aux besoins. Il y a plusieurs composantes à prendre en compte dans le choix d'un combustible. Là, on parle de biomasse forestière résiduelle. Donc, tout ça, on essaie de le mettre en place, en fait, par l'offre de diagnostic, qui sont, encore une fois, gratuits. Donc, si certaines entreprises sont ouvertes à participer à la démarche, vous pouvez prendre contact avec moi directement. Ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec Embionnaire. Puis autrement, pour ceux qui aimeraient s'impliquer peut-être au comité de pilotage dans la MSC de Cette-Rivière pour essayer de se faire une tête sur comment on pourrait structurer la chose, entrez en contact avec moi aussi, puis on pourra discuter des possibilités là, futures. Donc, suivez nos ateliers aussi. Il y a d'autres thématiques qui s'en viennent. On en a fait 2 jusqu'ici. Il y en a 3 autres qui sont en préparation. Donc, vous serez tenus au courant là, des activités. Puis, peut-être juste vous mentionner également que la séance d'aujourd'hui a été enregistrée. Donc, si vous voulez écouter la rediffusion ou encore la partager à des gens qui pourraient être intéressés, ce sera possible de le faire. Donc, c'est tout pour moi. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions non plus. Donc, merci beaucoup aux conférenciers pour votre temps. C'est super apprécié. Merci, Joanie, aussi. Alors, bonjour tout le monde. Avec plaisir. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.